Alors, dernière étape avec Sylvain Tesson. Là, l'aventure est une quête, on va le voir, un peu comme sur les chemins de Compostelle, quête de l'histoire, remontée de l'histoire. Elle est en plus mécanique. On aura l'occasion d'en parler puisque c'est sur une Oural que vous avez fait le voyage. Mais d'abord, on va parler un petit peu de votre projet. Je vais juste lire quelques lignes. Nous étions au début de décembre. Après, on va décoder un peu ça, mais nous étions au début décembre. Nous décidâmes de partir le lendemain, c'est-à-dire le 2 décembre, jour du sacre de l'empereur et d'Austerlitz. Puisque notre motocyclette devenait une navette sur la haute liste du temps, puisque nous allions donner tête baissée dans le grand jeu de la mémoire et du mythe, autant multiplier les symboles, les correspondances. Nous avions le bicorne, nous avions la date, restait à trouver les fantômes, ils attendaient sur le bord de la route. Et là, je suis parti évidemment dans ce livre. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un tout petit peu. Rappelle-nous d'abord ce projet, repartir de Moscou. Je ne connaissais pas grand-chose, moi, à la retraite de Russie. Je suis assez inculte finalement, et ce qui ne m'étonne pas. Mais donc, retraite de Russie, c'est quoi cette idée de refaire le parcours Moscou-Paris, puisque ça va se terminer aux Invalides? Finalement, les deux lignes que tu viens de dire résument très bien les choses. C'était une idée qui est née tout à coup du fait que nous sommes arrivés en 2012, c'est-à-dire 200 ans après la retraite de Russie. Retraite de Russie qui a suivi, qui a été l'épisode tragique qui a suivi la conquête d'abord de la Russie par Napoléon qui voulait soumettre le tsar à ses vues politiques, et puis après c'est une histoire tout de même qu'on connaît un peu. Les armées françaises fortes de 400 000 hommes sont arrivées dans Moscou qui a été incendié par les Russes, qui font jamais les choses de main morte. Puis l'hiver est arrivé, Napoléon a trop tardé, en pensant qu'il allait ramener le tsar à ses vues stratégiques et politiques, et puis le tsar est resté cantonné à Saint-Pétersbourg. L'hiver s'est avancé, l'armée finalement a reflué. L'hiver est arrivé extrêmement dur en cette année 1812, et puis ça a été la longue débandade que nous connaissons, parce qu'elle a quand même marqué l'inconscient collectif français, jusqu'à créer un certain nombre d'images mentales et historiques que nous continuons à véhiculer 200 ans après, et jusqu'à même faire basculer des noms communs, comme des noms propres, comme le nom de Bérésina, qui est associé à une petite rivière de Biélorussie, à les faire basculer dans le langage commun pour désigner des grandes catastrophes. Alors voilà, donc ça c'est le contexte historique. 200 ans plus tard, nous voilà avec une bande de camarades qui s'appelait Thomas Goaz, un photographe, et un jeune géographe et écrivain qui s'appelle Cédric Gras, qui a vécu beaucoup en Russie. Et on était tout à fait éberlués de s'apercevoir qu'il n'y avait strictement, pas strictement aucune commémoration de la retraite de Russie, en tout cas aucune célébration, mais pas beaucoup. Alors que pourtant, il est devenu très à la mode dans nos sociétés de la mémoire de nous tourner vers le passé. Peut-être que le présent ne nous offre pas beaucoup de raisons de nous extasier. Comme disaient les bagnards de Cayenne qui se tatouaient ça sur leur poitrail, le passé m'a trahi, le présent me tourmente et l'avenir me terrifie. Alors on a l'impression qu'il faut toujours se tourner vers le passé. Il y a toujours des commémorations, vous avez remarqué, c'est presque devenu une sorte de maladie nationale. On commémore toujours les 100 ans de la première dent de sagesse, de je sais pas quoi, de Paul Valéry, les 200 ans de l'entorse du genou d'Alfred de Musset. Enfin, il y a comme ça toujours une fièvre de la commémoration, et à laquelle échappait bizarrement la retraite de Russie. Comme s'il ne fallait pas saluer la somme de souffrance qu'avaient offert les soldats de la Grande Armée à leur empereur. Voilà, alors nous, avec mes camarades... Cet équipage. Voilà, cet équipage, nous avons voulu, avec des saïkars, en y associant quelques amis russes, avec 3 motocyclettes Oural, qui sont des saïkars des fabrications soviétiques, nous avons voulu répéter cette retraite, évidemment pas du tout dans les mêmes conditions, et simplement pour porter un salut à l'aventure
de ces grands yachts. Alors des amis russes d'ailleurs qui mettront un certain temps à te rattraper, hein, parce qu'ils sont toujours, vous êtes au milieu du parcours, ils sont toujours en train de peaufiner la moto qui doit leur permettre de rejoindre ton équipe. Alors, je ne sais pas comment on va rendre compte finalement, mais peut-être à travers justement la lecture de Françoise, qu'on entendra dans un instant, mais alors il faut expliquer que vous tenez tous les trois, et les amis russes, à suivre, mais c'est pas suivre le parcours, c'est vraiment faire en sorte qu'on imprègne les roues du sidecar dans les pas des chevaux de Napoléon. C'est-à-dire qu'il y a les deux récits s'interpénètrent énormément. On lit ça, c'est un roman d'aventure dans lequel tu croises ou tu dépasses ces fameux fantômes. Oui, enfin, la superposition des deux fils narratifs, en fait, elle se faisait évidemment pas du tout par une tentative qui aurait été stupide, enfin, qui aurait été vouée à l'échec d'ailleurs de reconstituer ce qu'ont vécu ces hommes. Encore une fois, nous, il faut mettre des bémols à ce qu'on faisait. Nous nous arrêtions toutes les nuits dans des auberges et nous étions véhiculés par les sidecars. Alors même si ces motocyclettes ont une vie propre, on ne sait jamais très bien quand elles vont démarrer, une fois qu'elles sont lancées, on ne sait pas trop si elles vont s'arrêter. C'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus fiable que de rentrer avec des chevaux qui sont sur le point de mourir. Non, la superposition historique, elle se faisait par une seule, grâce à un seul truchement qui était les livres. Nous avions dans nos sidecars un certain nombre d'ouvrages écrits par soit des hommes du rang, des sous-officiers ou bien au contraire des maréchaux d'Empire. Et du coup, nous avions deux visions de la chose. Une vision qui était au ras de la route, qui était celle par exemple du sergent Bourgogne qui décrit les bivouacs, le froid, la faim, la manière dont il repoussait les assauts des Cosaques. Puis des visions plus stratégiques, comme celle du maréchal de Caulaincourt qui était l'écuyer de l'empereur, et qui, lui, campait de la vision plus synoptique, avec les erreurs de l'empereur, les erreurs politiques, les enjeux, et en passant de l'un à l'autre, on avait finalement une bonne lecture de ces événements-là, mais c'est par les livres que nous réussissions à féconder notre aventure. Et si je peux ajouter une toute petite chose en forme de conclusion à ce que tu soulèves là, je voudrais adresser moi un salut à ces livres à couverture rouge qui s'appellent les livres Guérin, parce que ça a été précisément, je pense, l'une des volontés de Michel Guérin que d'essayer de dire que l'aventure et la littérature n'étaient pas deux éléments cloisonnés et étanches. Or, nous appartenons à un pays qui s'appelle la France, où malheureusement, à cause peut-être du dualisme cartésien, on a toujours l'impression que lorsque l'on est un intellectuel ou un artiste, il faut être un peu souffreteux et tuberculeux, vous voyez, genre un peu comme la littérature des sanatoriums, qu'il faut être proustien, il faut tousser et boire du thé pour pouvoir écrire quelque chose, et que lorsque, en revanche, on est un alpiniste ou un aventurier, il faut être un peu débile mental. Alors ça, c'est malheureusement ce qui crée une cloison jamais franchissable entre l'aventure et la littérature. Et moi, je voudrais rendre grâce franchement à Michel Guérin d'avoir eu l'envie de montrer que ces noces-là étaient célébrables. On tiendra également ce que, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, l'effet Guérin aussi, hein, qui t'a parlé de la séquestration de notre ami Yann Kefelec. Deux choses prises au hasard, parce que le roman, tu vois, je dis le roman en fait, est tellement foisonnant que, à la fois, tu parlais de votre épopée, de votre voyage vous-même. Je voudrais juste lire un petit passage à propos de ces fameuses motos. Pour les conduire, il faut de l'habitude. Ne pas tourner trop vite à droite sous peine de soulever le panier, puisque c'est un sidecar, hein, c'est ça. Corriger en permanence le déport vers la gauche. Il faut aussi, c'est pour ça que je voulais lire ce passage, il faut aussi être doté d'une vie intérieure, car l'Oural est lente et la Russie sans fin. Depuis 20 ans, poussé par un mélange de fascination et de masochisme, j'achetais ces machines. En fait, j'aurais aimé mourir à bord. Alors, encore une fois, il faut bien expliquer que ce
qui est fascinant dans Bérésina, c'est qu'on est à vos côtés, sur le sidecar, pris dans les embouteillages ou les dangers de la route. Et alors, c'est bête à dire, mais on est aussi à côté de l'empereur, quoi. C'est-à-dire qu'on vit, y compris des moments où on le voit à pied, dans la boue, finalement assez serein, dans cette espèce de grande fresque horrible où les gens, se mangent aussi les uns les autres, hein, c'est ça. Et on vit ça comme ce roman est une aventure, quoi, enfin, je ne sais pas comment dire, un grand spectacle à la fois horrible et grandiose, quoi. Oui, ben, par ton évocation de la dimension aventureuse et presque théâtrale, enfin spectaculaire de l'épopée napoléonienne, tu mets le doigt à nouveau sur cette idée de la correspondance parfois entre la vie et la littérature. Parfois on se frotte au réel jusqu'à ce qu'il produise quelque chose qui est romanesque, et ça a été l'intensité de la vie de Napoléon. D'ailleurs, lorsqu'il a abdiqué à Fontainebleau 2 ans plus tard, en 1814, car la retraite est finalement le coup qui va précipiter tout l'écroulement de l'Empire, il se tourne vers ces grognards qui sont en train de pleurer, il leur dit: un jour, je ferai écrire ce que je vous ai fait vivre. Donc il y avait chez cet homme, malgré sa folie, malgré sa psychopathologie, malgré tout ce qu'on peut évidemment lui reprocher, parce que moi je n'ai pas du tout, je ne suis pas dupe du prix de la dette qu'il a contractée, de la dette de sang qu'il a contractée à l'égard de l'Europe, mais il y avait tout de même chez lui cette espèce de volonté de donner une dimension littéraire à ce qu'il faisait vivre à ses hommes, quelque chose qui allait être inscrit à la postérité, et c'est ça, moi, qui m'a paru saluable. Alors il y a Napoléon, et puis la Russie, c'est aussi un choix de ta part, je pense. Oui, alors ce que tu disais, je voulais dire un mot là-dessus, ce que tu disais à propos des sidecars, moi j'ai une tendresse profonde pour ces machines, parce que d'abord elles ne marchent pas très bien, elles sont un peu une allégorie d'ailleurs de l'amour, c'est-à-dire qu'on est côte à côte, mais peut-être qu'à un moment ça va casser, et puis le panier va partir d'un côté, la moto de l'autre, il y a quelque chose, et puis il y en a un qui est responsable de la direction, enfin pas tellement d'ailleurs, et puis l'autre qui essaye de corriger la direction. Enfin, et ça apprend à bricoler. Oui, il y a beaucoup d'analogies comme ça qu'on peut tirer entre la vie à deux et le pilotage de motocyclette, un panier adjacent d'ailleurs, comme on dit en français, ce qui est plus joli que le sidecar. Moi j'aime ces machines parce qu'elles disent quelque chose également de la Russie. Oui. La Russie n'est pas le pays. Enfin, tout ça c'est des généralités qui paraissent de comptoir, mais enfin tout de même, parfois elles s'enracinent dans des observations, en tout cas des impressions que j'ai pu faire, et que beaucoup d'entre vous qui aimez ce pays savent. Mais la Russie n'est pas totalement martyrisée par cette espèce de dictature de l'efficacité. Et ça c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup quand je les vois vivre, s'organiser, mal en général, et prononcer cette phrase qui les affectionne beaucoup, et qui consiste à dire « nous avons essayé de faire au mieux, et ça a été comme d'habitude ». Alors ça me paraît presque être un intitulé du manuel de pilotage des sidecars. Et moi j'ai voulu faire ce voyage en sidecar parce qu'il fallait que nous sentions l'air froid de l'hiver 200 ans plus tard sur nos visages, mais aussi parce que ces machines, encore une fois, avaient quelque chose d'un peu baroque, d'un peu rocambolesque, qui avait quelque chose à voir avec la marche et la conduite de ce pays. Oui, ce pays que tu aimes tout particulièrement. Oui, moi je suis très attaché à la Russie, bien que je n'ai aucun atavisme qui m'attache à ce pays, mais je l'aime pour toutes sortes de raisons, enfin voilà, qui n'ont d'ailleurs pas d'intérêt à être énumérées, mais... Un peu quand même Bah, peut-être pour son immensité, parce que je pense que je suis très sensible, moi, comme je le disais tout à l'heure, à propos de la géographie psycho-géologique qui permettait de faire naître des pensées plus ou moins intenses selon qu'on se trouve dans les cailloutis ou bien dans des forêts du Val-de-Loire. Eh bien, je trouve que je suis sensible au déterminisme de l'immensité. Je pense que quand on est... C'est-à-dire quand on vit, quand on peuple 10 fuseaux horaires, quand on met des mois ou des semaines pour rejoindre l'objectif qu'on s'est fixé, on n'a pas tout à fait les mêmes pensées à l'égard de la nature. On contracte peut-être une forme d'acceptation, de fatalisme,
qui me plaît, moi, davantage que les êtres du bocage, qui croient que dans un petit espace clos entouré de haies, on va construire un univers. Voilà, là je me tourne vers un homme du champ clos. Un spécialiste. Un spécialiste du champ clos. Alors moi la steppe me plaît, l'immensité me plaît parce que... Oui, bah oui, c'est toi, parce que c'est du champ clos, c'est toi le breton du bocage. Moi, Il y a une réaction là. Dans la Bretagne, c'est quand même l'océan Atlantique. Hein. Oui, il y a ce jardin-là. Pensez à l'intérieur des terres, c'est vrai. Je parlais de l'intérieur des terres, pardon, tu avais raison. Je m'adresse aux terriens que tu es aussi de temps en temps, quand tu tournes le dos à ce que tu aimes. Mais enfin voilà, moi je suis fasciné par cette immensité géographique qui a beaucoup conditionné un rapport au monde. C'est très banal ce que je dis là, mais c'est beaucoup ce qui attire les êtres slavophiles vers l'Est. Avant d'écouter un extrait, tu dis un vrai voyage, c'est une folie qui nous obsède, un délire, une dérive, un truc qui nous laisse pantelant en larmes sur le bord d'un fossé. Ça te caractérise, ça, c'est ce que disait aussi Michel Guérin un peu. C'est l'extrême, mais pas la slackline entre deux gouffres. Oui, alors attention, parce que là on touche à des tas de choses. D'abord, moi j'ai aucun mépris pour les expressions très physiques des sports extrêmes, Oui, même quand elles ne sont pas trop formulées, parce que je trouve qu'il y a là des tentatives d'aller chercher des choses parfois très profondes. Quand on en voit beaucoup, ces jeunes athlètes qui mettent en jeu leur vie avec toutes sortes de nouvelles disciplines. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'est une manière de guerroyer avec soi-même, qui me semble parfois très noble, et d'aller chercher des choses que n'offre pas toujours la vie ordinaire. Après, sur cette idée d'aller vivre des voyages parfois un peu mélancoliques, et c'était le cas le long de ces routes de neige à travers la Pologne, en lisant les horreurs que pouvait raconter Colincourt ou le sergent de Bourgogne, c'est vrai que c'était quand même moins amusant qu'un pique-nique en Bavière ou que les fêtes ou que le carnaval de Nice, quoi. Mais je trouve qu'il y avait dans cette dimension tragique quelque chose d'assez lucide. Souvenez-vous que la conclusion, qui est affreuse, du tour du monde d'un sceptique de Aldous Huxley, quand il fait son tour du monde à la voile, sur un clipper, il revient et on lui demande alors c'était comment, il répond « La Terre doit être l'enfer d'une autre planète ». C'est tragique de dire ça comme une conclusion d'une année à parcourir le monde, mais lorsque on était dans cette évocation du souvenir de la grande retraite, on était alourdi par le poids de ces souffrances. Mais ça ne nous empêchait pas d'être extrêmement joyeux, parce que tout le bonheur du pessimisme, c'est précisément de s'effondrer intérieurement, mais d'opposer à cet effondrement une espèce d'agitation et d'appétit qui s'appelle le goût de la vie. Alors, extrait de Bérésina, avec François. L'imagination transporte le voyageur loin du guêpier où il s'est empêtré. Dans le désert du Negev, on rêvera au glen écossais, sous la mousson, au Hogar, dans la face ouest des Drues d'un week-end en Toscane. L'homme n'est jamais content de son sort. Il aspire à autre chose, cultive l'esprit de contradiction, se propulse hors de l'instant. L'insatisfaction est le moteur de ses actes. Qu'est-ce que je fais là ? Est un titre de livre et la seule question qui vaille. Cet été-là, nous frôlions chaque jour des icebergs plaintifs. Ils passaient, tristes et seuls, surgissant du brouillard, glaçons dans le whisky du soir. Notre voilier, la poule, voguait de fjord en fjord. La lumière de l'été, brouillée par la vapeur, allaitait jour et nuit les côtes de Baffin. Parfois, nous accostions au pied d'une paroi de 600 mètres plantée dans l'eau. Alors, déroulant nos cordes, nous nous lancions dans des escalades. Le granit était compact, il fallait pitonner ferme. Pour cela, nous avions Daniel Dulac, le plus vaillant d'entre nous. Il était à l'aise, pendu au-dessus de l'eau, davantage que sur le pont du bateau. En ouvrant la voie, il délogeait des blocs.
les rochers nous fusaient dans le dos et claquaient l'eau avec un bruit d'uppercut dans une mâchoire coupable. Cédric Gras suivait, soulevé par cette vertu, l'indifférence. Moi, je redoutais de redescendre. À bord du bateau, l'atmosphère n'était pas gaie. Dans le carré, chacun lapait sa soupe en silence. Le capitaine nous parlait comme à des chiens et nous prenait le soir pour son auditoire. Il fallait subir ses hauts faits, l'entendre dérouler ses vues sur cette science dont il s'était fait le spécialiste, le naufrage. Il y a comme ça des Napoléons du minuscule. En général, ils finissent sur les bateaux, le seul endroit où ils peuvent régner sur des empires. Le sien mesurait 18 mètres. Un soir, avec Gras, nous nous retrouvâmes sur le pont avant. Des baleines soupiraient à la proue du bateau, nageaient mollement, roulaient sur le côté. La vie des gros. Il faut renouer avec un vrai voyage, mon vieux. J'en ai marre de cette croisière de Mormons, dis-je. Un vrai voyage, c'est quoi ? Dit-il. Une folie qui nous obsède, dis-je. Nous emporte dans le mythe. Une dérive, un délire, quoi. Traversée d'histoire, de géographie, irriguée de vodka, une glissade à la Kerouac. Un truc qui nous laissera pantelants le soir, en larmes sur le bord d'un fossé, dans la fièvre. Ah, fit-il. Oui. Cette année, en décembre, toi et moi, nous devons aller au Salon du Livre de Moscou. Pourquoi ne pas revenir à Paris en sidecar, à bord d'une belle orale de fabrication russe? Toi, tu seras au chaud dans le panier, tu pourras lire toute la journée. Moi, je piloterai. On part de la place Rouge, on enquille plein ouest vers Smolensk, Minsk et Varsovie. Et tu sais quoi? Non, cette année, ce sont les 200 ans de la retraite de Russie, dis-je. Pas possible. Pourquoi ne pas faire offrande de ces 4000 kilomètres aux soldats de Napoléon, à leurs fantômes, à leurs sacrifices? En France, tout le monde se fout des grognards. Ils sont tous occupés avec le calendrier Maya. Ils parlent de la fin du monde sans voir que le monde est déjà mort. Pas faux, dit Gras. C'est à nous de saluer la grande armée, dis-je. Il y a 2 siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou. Enfin, ça a été une effroyable boucherie, dit-il. Et après? Ce sera un voyage de mémoire. On frôlera aussi quelques catastrophes, je te le promets. Alors d'accord. Il s'écoula un moment. Priscilla nous rejoignit à la proue. Elle était de tous nos voyages, avec ses boîtiers photos, ses huiles essentielles et ses gestes de yogi. On l'a mis au courant du projet. Un soleil cyanosé rôdait à l'horizon. La mer était d'acier. La queue d'un grand rorqual baraquait ce mercure. Soudain, Priscilla, mais pourquoi répéter la retraite exactement? À bâbord, une baleine expira une fleur de vapeur. Le nuage resta en suspens dans la clarté. Pour le panache, chérie, pour le panache.